Est-ce que vous avez des questions par rapport aux algorithmes de tri qu'on a vus jusqu'à maintenant? La complexité de tri base égale à O de n. Qu'est-ce que le tri de base? Non, on n'a pas un algorithme de tri qui est en O de n. Le processus de tri ne peut pas être linéaire. S'il y avait un algorithme de tri qui était en O de n, on l'aurait étudié. Oui, je vous entends pas très bien. Les algorithmes de tri classiques ont une complexité quadratique, n au carré. Et les algorithmes de tri qui sont basés sur la stratégie divisée pour n sont en n log n grâce à la stratégie de décomposition. Donc, les tris distribués, c'est des tris qui sont en n log n. À ma connaissance, il n'y a pas un algorithme de tri qui est en O de n. D'accord? Maintenant, si vous avez rencontré un algorithme de tri et vous avez jugé qu'il était en O de n, faites-le nous savoir. Possible. Je n'exclus pas qu'il y ait une solution, mais O de n, je doute. D'accord. Alors, on a vu ensemble les trois algorithmes de tri de la catégorie basée solution ou bien basée, pardon, position bien basée élément, à savoir le tri par bulle, le tri par insertion et le tri par sélection. Ils ont tous une complexité équivalente en n au carré. On a également vu deux algorithmes de tri divisés pour n, à savoir le tri fusion et le tri rapide. Alors, le tri fusion, dans sa décomposition, il est basé sur la dimension du tableau, qui est divisé par 2 à chaque fois. Et le tri rapide, c'est une décomposition ou un partitionnement basé sur le contenu. On doit déterminer un pivot, un élément du tableau jugé pivot ou désigné pivot, de manière à ce que le partitionnement soit fait par rapport au pivot. Donc, les éléments inférieurs doivent se trouver dans l'extrémité gauche et les éléments supérieurs doivent se trouver dans la partition droite. Et à chaque itération ou à chaque appel récursif, un nouveau pivot est désigné sur la base duquel un partitionnement doit être effectué. On a longuement discuté de cette histoire du pivot et de l'intérêt du choix du pivot dans les performances de l'algorithme de tri. Donc, l'algorithme de tri rapide est en complexité 1 log n à condition que le pivot soit convenablement choisi pour garantir un partitionnement équitable entre chaque étape. Si je n'ai pas un partitionnement équitable entre chaque étape, ça peut vite converger vers un tri par recherche du minimum ou par un tri par recherche du maximum s'il y a un déséquilibre ou bien à chaque étape une sous-liste ou des sous-partitions est vide par rapport à l'autre. Donc, puisque c'est basé sur un principe de partition, le choix du pivot, ou le pivot, c'est lui qui détermine si le partitionnement il est équitable à chaque étape, oui ou non. Donc, il nous reste à voir aujourd'hui le dernier algorithme dans la catégorie divisée pour n, à savoir le tri par tas. Alors, le tri par tas,
c'est un algorithme de tri le plus utilisé et le plus répandu, et c'est ce qui est implémenté au niveau des algorithmes sortent sur tous les langages de programmation. Il est basé sur une structure de temps. Donc, on va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'une structure de temps. Ensuite, on va utiliser cette structure de temps pour pouvoir effectuer un tri. Alors, un tas, c'est un arbre binaire partiellement ordonné. Donc, il y a la notion d'arbre et il y a la notion d'ordre. Il vérifie les propriétés suivantes. La différence maximale de profondeur entre deux feuilles est de 1. C'est-à-dire que toutes les feuilles se trouvent soit à la dernière ligne, soit à un niveau avant. Les feuilles de profondeur maximale sont assez à gauche. Donc, s'il y a un déséquilibre entre les niveaux, c'est le côté gauche qui est plus profond et la profondeur de différence ne peut pas dépasser 1. Chaque nœud, a une valeur supérieure ou bien inférieure à celle de ses deux fils. Pour un tri ascendant, donc on considère des valeurs supérieures et des valeurs inférieures lorsqu'il s'agit d'un tri descendant. Pour notre cas, on s'intéresse à un tri ascendant, donc c'est une relation d'ordre de telle sorte que le nœud intermédiaire, il a toujours une valeur supérieure à la valeur de ses fils. Il en découle que la racine du temps, c'est le premier élément, il contient la valeur maximale ou bien minimale selon le sens que vous avez considéré dans le tri. Le tri est fondé sur cette propriété. Alors, le temps, on va le voir ici à travers l'exemple. Alors, un tas, c'est un arbre binaire. Donc, vous avez ici une représentation dans la partie gauche, une représentation d'un arbre binaire. Alors, binaire parce qu'il a 2 successeurs au plus. Alors, on va vérifier si cet arbre est bel et bien un tas. Donc, la première contrainte, c'est qu'il s'agit d'un arbre binaire. Il est partiellement équilibré. Oui, on constate qu'il est partiellement équilibré. Il y a un écart de niveau, d'un seul niveau entre l'extrémité droite et l'extrémité gauche. Et les feuilles sont au maximum, ou les feuilles les plus profondes sont assez à gauche. C'est-à-dire que l'insertion dans cette structure de données logique, elle se fait de gauche à droite. Alors, une structure de temps, c'est une structure qui est logique. En réalité, elle n'existe pas, comme toutes les structures de données avancées. Elles sont implémentées au moyen de ce dont on dispose physiquement au niveau de notre mémoire, c'est-à-dire au moyen de tableaux. Donc, vous avez la représentation tableau de cette structure de temps. Donc, un temps, je répète, c'est un arbre binaire, partiellement ordonné, équilibré, de manière à ce que s'il y a écart entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite du tableau, c'est un écart d'un seul niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas un côté qui est plus profond, beaucoup plus profond qu'un autre. S'il y a un écart entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite, c'est un écart d'un seul niveau. Et je ne peux pas avoir une feuille dans l'extrémité droite si je n'ai pas, plutôt, je ne peux pas avoir un nouveau niveau ici ou bien de nouvelles feuilles ici si je n'ai pas comblé toutes les feuilles des niveaux supérieurs. D'accord? Donc, c'est une structure de données logiques qui est implémentée au moyen d'un tableau comme suit. Donc, ce tableau reflète la notion de temps. Une propriété qu'on n'a pas vérifiée dans cette structure de données, c'est la relation d'ordre partiel qui dit que le nœud intermédiaire est toujours supérieur à ses successeurs, c'est-à-dire fils gauche et fils droit. Si on prend n'importe quel nœud intermédiaire, il est toujours supérieur à ses successeurs. Donc, je n'ai pas besoin de comparer les nœuds adjacents, c'est-à-dire les nœuds frères ou bien les nœuds qui se trouvent sur le même niveau.
Mais la relation d'ordre, elle relie uniquement un nœud intermédiaire avec ses successeurs. Donc, un nœud intermédiaire est toujours plus grand que ses successeurs et il est toujours plus petit que son prédécesseur parce qu'il a un seul prédécesseur. Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant? Vous arrivez à suivre, oui ou non? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Alors, j'avais un exemple sur le drive que je vais vérifier. C'est un exemple assez important qu'on a besoin de discuter par rapport à la structure de temps. Ah non, pas ici. Tableau blanc. Non, c'est pas ça. Je cherche. Bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. À un moment, je suis à la recherche d'un exemple, d'une illustration, pardon, pour le temps. J'ai trouvé la version PDF uniquement.
Alors, je reprends avec l'explication par rapport à la structure, au principe d'un temps. Donc, c'est un arbre binaire, mais c'est une structure qui est logique. C'est-à-dire c'est une structure qui n'existe pas. Cette structure, elle est implémentée au moyen d'un tableau. Comment on va implémenter cette structure logique au moyen du tableau? C'est-à-dire qu'on va parcourir les éléments du tableau, non pas en considérant les positions de 1 à n, mais en considérant le chaînage logique exprimé dans l'arborescence. C'est-à-dire du 16, je dois être capable d'accéder à ses successeurs, du 14 également, du 10 également, et ainsi de suite. Et pour les derniers éléments, je dois être capable de savoir qu'il s'agit des feuilles uniquement. Donc, le principe de construction d'un tas à partir d'un arbre, d'implémentation, d'un tas dans un tableau d'entier est le suivant. Donc, on vous dit que le premier élément du tableau, c'est la racine. C'est la racine de l'arbre. Ensuite, on va énumérer les éléments du tableau de l'arbre dans l'ordre. C'est-à-dire 16, suivi du 14, suivi du 10. On va les énumérer niveau par niveau. Alors, ce parcours niveau par niveau, on le verra par la suite dans l'algorithme, dans les algorithmes de parcours d'arbres, dans le chapitre sur les structures de données. Donc, la racine, c'est le premier élément du tableau. Ensuite, le 14. Ensuite, le 10. Ensuite, le 8. Ensuite, le 7, le 9, le 3, le 2, le 4, le 1. Donc là, c'est comment on répartit, on énumère les éléments du tableau, de l'arborescence sous forme d'un tableau. Mais ce tableau, ou le parcours et le travail avec ce tableau, nécessite de le parcourir en faisant appel aux chaînages qui sont exprimés dans cette arborescence. Donc, vous avez une règle de base qui est la suivante. Tout nœud qui se trouve à une position E trouve son prédécesseur à une position I sur 2. C'est-à-dire, on prend l'indice, on détermine I sur 2 en partie entière, on peut déterminer la position du prédécesseur. Tous les nœuds possèdent un prédécesseur, sauf la racine. Maintenant, si pour un nœud I donné, je cherche à déterminer ses successeurs, je dois calculer 2 fois I pour le fils gauche et 2 fois I plus 1 pour le fils droit. Si 2 fois I est inférieur ou égal à n, ça signifie qu'il s'agit d'un nœud intermédiaire qui possède des successeurs. Si 2 fois I est supérieur à n, c'est-à-dire en dehors des limites ou des bornes du tableau, ça signifie que cet élément n'existe pas et donc l'élément correspondant ou le nœud I correspondant, c'est une feuille dans l'arborescence. Donc le fils gauche se trouve à la position 2 fois I et le fils droit est censé se trouver à la position 2 fois I plus 1. La même chose aussi pour le fils droit. Je peux avoir un fils gauche sans avoir le fils droit, mais je n'ai pas le droit d'avoir un fils droit sans avoir le fils gauche. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tous les éléments sont tassés à gauche. C'est-à-dire que je crée d'abord un successeur gauche pour pouvoir créer ensuite un successeur droit. Donc, un nœud I peut avoir des successeurs fils gauche et fils droit si ces deux positions se trouvent à une position, ou si ces deux positions, sont inférieures ou égales à n. Sinon, ça signifie que le nom correspondant est une feuille. Pour le prédécesseur, le problème ne se pose pas parce que tous les nœuds possèdent un seul prédécesseur, sauf le nœud racine qui n'a pas de prédécesseur. Donc, le prédécesseur, on y accède directement en calculant I sur 2. Pour mieux comprendre cette structure de tas, comment on l'utilise, comment elle fonctionne,
justement, il y a un certain nombre d'exemples. Où est l'exemple? Où est-ce que j'ai ouvert l'exemple? Ah oui, il est là. Alors, supposons qu'on cherche à insérer ou à supprimer des éléments dans cette structure. Donc, lorsqu'on cherche à implémenter une structure de données, on s'intéresse d'abord au niveau physique d'implémentation. On s'intéresse également à l'implémentation des opérations de base, d'insertion et de suppression. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire si je veux insérer un élément? Quelles sont les étapes à mettre en place? Et aussi, quelles sont les étapes à mettre en place si je veux supprimer un élément à partir de cette structure. Donc, sur la même structure de tas et sur le même exemple, vous avez plusieurs scénarios d'insertion et de suppression qu'on va développer et qu'on va discuter ensemble. D'accord? Alors, la première étape, on cherche à insérer le 5. Alors, c'est une structure de données. Au niveau physique, c'est un tableau, mais au niveau logique, on ne doit jamais le travailler ou l'utiliser comme étant un tableau. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais réfléchir à une insertion dans un tableau. Insérer un élément dans un tableau suscite d'effectuer des décalages. Donc ici, on n'a pas le droit d'effectuer des décalages. D'accord? C'est ça la différence entre une insertion au niveau logique et une insertion au niveau physique. Je ne veux pas effectuer de décalage. Donc si je veux insérer un élément, je vais l'insérer à la dernière position du tableau, c'est-à-dire à la position n plus 1. J'intègre un élément au niveau physique. Ensuite, je réfléchis à l'insertion de cet élément dans son interprétation ou par rapport à la relation d'ordre, c'est-à-dire par rapport au niveau logique. Ça veut dire quoi? Si je veux insérer le 5, donc tous les éléments du tableau sont répartis ici, et vous voyez le 5 qui est inséré ici. Le fait d'insérer le 5 à cette position, en calculant, en respectant la formule que je viens tout juste de donner, on constate que le 5, c'est le fils droit du 7. À cette position, je viens d'insérer un fils droit au 7. Et vous avez la représentation en bas. Donc, les éléments du tableau ou les éléments de l'arborescence initiale restent tels quels. L'arborescence initiale reste telle quelle. J'ai juste ajouté un élément ou inséré un nouvel élément, à savoir le 5. Le 5, il est successeur du 7. Donc, si je dois vérifier la relation d'ordre, je vais d'abord la vérifier par rapport au 7. Si elle est vérifiée par rapport au 7, elle est censée être vérifiée pour tous les prédécesseurs de 7. Si elle n'est pas vérifiée ici, je dois faire les déplacements ou les permutations nécessaires pour établir la relation d'ordre. Donc, l'insertion à la fin du tableau, l'insertion à la première position libre que j'ai à la fin du tableau me garantit de toujours avoir un arbre équilibré, de toujours combler les nœuds qui n'ont pas encore terminé leur successeur avant d'insérer où je veux. C'est-à-dire, je ne peux pas insérer le 5 comme successeur du 3. Je n'ai pas le droit. Pour pouvoir insérer des successeurs au 3, je dois terminer les successeurs du 7, terminer et définir les deux successeurs du 9 et insérer ensuite un successeur pour le 3. Donc, je n'insère pas où je veux. J'insère en respectant l'architecture de cette arborescence. Dans un premier lieu. Ensuite, j'insère en respectant la relation d'ordre. C'est-à-dire que l'élément que j'insère provisoirement à cette position, il peut respecter la relation d'ordre comme ici, donc il n'y a pas de problème, comme il peut ne pas la respecter, le cas de l'exemple suivant. Alors, dans l'exemple suivant, on cherche à insérer le 20. Donc, le 20,
pour être inséré, il sera inséré à la dernière position, c'est-à-dire ici. Il devra être inséré ici. Puisque à cette position, il ne respecte pas la relation d'ordre, c'est-à-dire comme étant un successeur ou un fils droit du 9. Le 20 est supérieur au 9. Donc, je ne peux pas maintenir le 20 à cette position. Je vais permuter. Je vais faire descendre le 9 pour faire monter le 20. Puisque le 20 a déréglé, si vous voulez, ou a désordonné cette branche, je ne devrais m'arrêter que lorsque je me trouve à une position où le 20 respecte la relation d'ordre. C'est-à-dire que je fais descendre le 9 pour mettre le 20 à sa place. Maintenant, le 20 devient un fils gauche du 10. 20 est supérieur à 10, je continue à permuter. Le 20 monte et prend la place du 10. Le 20 est fils droit du 16 alors qu'il est supérieur à 16. Là aussi, je devrais permuter. Donc, suite à l'insertion du 20, j'obtiendrai la configuration suivante. Donc, 9 est descendu, le 10 est descendu, le 16 est descendu, et on a inséré le 20, où on a déplacé le 20 à la position qui lui correspond, puisque c'est le nouveau maximum. Est-ce que vous arrivez à suivre? Vous arrivez à suivre, oui ou non? D'accord, très bien. Je continue. Maintenant, par rapport au processus de suppression. Pour supprimer le 7, je dois le chercher, c'est-à-dire le localiser dans l'arborescence par le biais d'un parcours, c'est-à-dire il est plus petit que le 20, donc il doit être parmi les successeurs du 20. Il est plus petit que le 14, donc il doit être plus bas. Plus petit que le 16, probablement plus bas, jusqu'à ce que je puisse localiser le nœud qui est 7. Ce nœud qui est 7, une fois que je l'ai localisé, comment je vais le supprimer? Tout simplement, je vais faire un écrasement. Je vais ramener le dernier élément du tableau et le mettre à cette position, dans l'ordre de l'arborescence. C'est-à-dire que le 9 était précédemment un fils gauche du 10. Il devient maintenant, suite à la suppression du 7, le fils droit du 14. Et je vérifie encore la relation d'ordre. Si la relation d'ordre est localement respectée, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas respectée, j'effectue les permutations nécessaires et je propage le changement éventuellement jusqu'à la racine. Chose qu'on peut voir dans l'exemple suivant, si je décide de supprimer. Donc, suite à la suppression du 7, vous avez 5 qui est successeur du 9 et le 9 a pris la place du 7. Donc, il est successeur du 14. Maintenant, si je souhaite supprimer le 14, donc supprimer le 14 revient à écraser le 14 par le dernier élément, c'est-à-dire le 5. Donc, je ramène le 5 qui était, donc je suis dans cette situation. Le dernier élément à la position N du tableau, c'est 5. Je ramène cet élément pour pouvoir le écraser avec le nœud 14. Donc, ça me permet de supprimer le 14. Ensuite, je réordonne cette branche pour rétablir la relation d'ordre. Donc, je retrouve à cette position un 5
qui est précédé par un 20. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le successeur du 5, c'est un 9. Sachant que le 9 est plus grand que le 5, donc je devrais permuter. Et donc, vous obtenez cette configuration, cette dernière configuration, suite à la suppression du 14. Donc, du 20, vous avez comme successeur le 9 et le 16. Le 9 possède comme successeur le 8 et le 5. Le 8 possède comme successeur le 4. Le 5 possède uniquement un fils. C'est le 1. Le 10, le 3, c'est feuille. Vous avez compris ou non? Est-ce que vous avez compris? La structure de tas. J'ai perdu la connexion. J'espère que je t'aide. Donc, je reprends avec l'exemple. Donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé à votre niveau. Est-ce que vous avez compris cette structure de tas? Vous avez compris, oui ou non, la structure de données? Donc, son fonctionnement, sa logique, on va voir par la suite son intérêt pour un algorithme de tri, ou son intérêt dans un processus de tri. Donc, toutes les opérations qu'on a illustrées, si vous voulez, sur l'arborescence, elles vont en réalité s'effectuer sur le tableau. C'est-à-dire tous les décalages, toutes les permutations qu'on fait sur les prédécesseurs ou sur les successeurs se fait au moyen d'un parcours de tableau. Donc, en se basant sur la relation de parcours. Donc, un nœud intermédiaire, ou à partir d'un nœud intermédiaire à une position donnée,
je détermine le prédécesseur à la position I sur 2 et je détermine les successeurs à une position 2 fois I pour le fils gauche et 2 fois I plus 1 pour le fils droit. Et tous les traitements vont se faire à partir du tableau, puisque la structure d'arborescence, elle est uniquement logique, c'est-à-dire réellement, elle n'existe pas. Cette implémentation, cette différence d'implémentation entre un niveau logique et un niveau physique, on va beaucoup l'aborder dans le chapitre sur les structures de données. Donc, je vous ai dit, c'est une introduction ou c'est une transition vers le chapitre sur les structures de données. Donc, au niveau physique, c'est principalement des cellules mémoire éventuellement contiguës. Donc, on va voir dans la majeure partie des cas, dans l'implémentation, on va considérer la notion de tableau. Et dans le niveau logique, on va implémenter et matérialiser tous les accès et tous les contrôles propres à la structure spécifique. Ici, vous avez une structure d'arbre qui a besoin d'accéder aux successeurs et aux prédécesseurs. Donc, on doit fournir dans notre implémentation les mécanismes nécessaires pour pouvoir repérer à un instant donné le successeur et les successeurs et le prédécesseur de tous les nœuds. Donc, quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, je dois être capable de continuer le parcours ou de revenir en arrière en me basant sur la règle de correspondance qui a été présentée ici. Alors, donc, grâce à la composition de cette arborescence et grâce aussi à la relation de parcours, on peut faire appel à cette structure de données pour le processus de tri. D'accord? Comment on va faire appel à cette structure dans un processus de tri? Ben, tout simplement, on va faire appel à une opération de tamisage. Alors, l'opération qui nécessite ou qui permet de déplacer des valeurs supérieures vers des niveaux supérieurs et des valeurs inférieures, de les faire descendre plus bas, éventuellement jusqu'aux feuilles, on appelle ça l'opération de tamisage. Alors, le tamisage d'un élément supposé seul mal placé dans un arbre qui est presque intact, c'est-à-dire au moment de l'insertion ou bien au moment de la suppression, lorsque la relation d'ordre au niveau local n'était pas respectée, on a déterminé quel est l'élément qui était mal positionné ou mal placé, et c'est cet élément qui devait être tamisé dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire soit plus haut, soit plus bas, pour pouvoir rétablir la relation d'ordre partielle. Donc, plus précisément, si on considère 3 éléments. L'élément racine, c'est-à-dire A de 1, et les successeurs de la racine, c'est-à-dire A2 et A3. A2, ou le deuxième élément du tableau, c'est le sous-arbre gauche, et le troisième élément du tableau, c'est le sous-arbre droit. C'est un tas si la racine, elle est plus grande que les deux. Si je considère que la racine, ou je constate que la racine, elle est plus petite que l'un des deux, je dois déterminer le maximum des deux pour le faire déplacer au niveau de la racine. Donc, quelque part, il y a une certaine recherche du maximum. Mais ce n'est pas une recherche du maximum classique qui nécessite parcours de tous les éléments. C'est un réagencement des éléments du tableau de manière à ce que le maximum va sortir de lui-même et sera déplacé vers la position de la racine. L'opération de tamisage consiste à échanger la racine avec le plus grand de ses fils et ainsi de suite de manière récursive jusqu'à ce qu'elle soit à sa place. Pour construire un tas à partir d'un arbre quelconque, on doit tamiser la racine de chaque sous-tas de bas en haut et de gauche et de droite vers la gauche. C'est-à-dire que le processus de création, il va commencer à partir de la fin et non pas à partir du début de l'arborescence. Et on va intégrer les éléments progressivement dans cette structure jusqu'à ce qu'on puisse réagencer tous les éléments du tableau. Donc, construire un tas à partir
d'un arbre quelconque signifie réagencer les éléments du tableau pour pouvoir respecter la relation d'ordre partiel. C'est ce que signifie la construction d'un tas. Ensuite, une fois qu'on a réagencé les éléments, donc la racine, elle va se trouver au niveau de le maximum va se trouver au niveau de la racine. On va tout simplement échanger entre la racine et la position du dernier élément, c'est-à-dire on va placer la racine à sa position. Et de cette manière, on a déterminé un maximum et on l'a déplacé à la position qui lui correspond. Et on reprend le processus en supprimant cette valeur de la structure et en considérant les éléments qui restent. Pour mieux comprendre le principe, vous pouvez voir à travers l'exemple. Alors d'abord, la première étape, ici, dans cette figure ou dans cette animation, c'est la construction du tas. C'est-à-dire qu'on est en train de déplacer les éléments pour pouvoir, ou en train de tamiser les éléments pour voir la construction. Une fois qu'on a déterminé la racine, on a permuté entre le 11 et le 12, et on a placé le 12 à la bonne position. Ensuite, donc ici, on est toujours dans la phase de tamisage. On effectue la permutation et on déplace toujours le maximum vers la fin. Jusqu'à ce qu'on puisse reconsidérer tous les éléments. C'est-à-dire à chaque fois qu'on place un élément vers l'extrémité droite, on restreint la taille du tas jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver avec 3 éléments uniquement, c'est-à-dire la version minimale d'un tas. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, madame. Est-ce que c'est clair pour le principe? Pour qu'on puisse passer à l'algorithme. Madame, تقدري تعاودي Bien sûr. Le principe ou le schéma? Non, le principe. Alors, le principe, c'est que j'ai un tableau qui contient des entiers. Ce tableau, je ne vais pas le parcourir en considérant les positions de 1 à n. Je vais construire un tas à partir de ce tableau. On verra l'algorithme détaillé de construction d'un tas. Donc, la construction d'un tas signifie vérifier la relation d'ordre, est-ce qu'elle est respectée, en parcourant le tableau au moyen du chaînage de l'arborescence. C'est-à-dire que, par exemple, le premier élément doit être plus grand que le deuxième et le troisième. Le deuxième élément doit être plus grand que le quatrième et le cinquième. C'est ses successeurs immédiats. Donc, de manière générale, lorsque je prends une position, je dois vérifier est-ce que cette position, elle est supérieure aux éléments qui lui sont successeurs en calculant 2 fois i et 2 fois i plus 1. Et est-ce qu'elle est inférieure à l'élément qui lui est prédécesseur qui se trouve à i sur 2. Si à ce niveau-là, la relation elle est respectée, j'avance. Et donc, je continue la construction jusqu'à ce que je puisse vérifier que toutes les positions, c'est-à-dire le parcours à partir du chaînage, vérifie la relation d'ordre partiel. Donc, la relation d'ordre partiel, c'est-à-dire que la racine, elle est toujours supérieure à ses successeurs. Je n'ai pas de comparaison à faire entre le fils gauche et le fils droit. Je sais juste que la racine, elle est supérieure au fils gauche et que la racine, elle est supérieure au fils droit. Ça, c'est la première étape, c'est la construction. Une fois que j'ai construit mon tas, c'est-à-dire j'ai déplacé les éléments, où j'ai effectué les permutations nécessaires en respectant le chaînage, je vais déplacer, ou plutôt, je vais avoir le maximum à la première position. Donc, il y a un certain ordre partiel qui a été établi dans toutes les positions, mais ce qui est sûr, c'est que le maximum, il se trouve à la position 1. Donc, je sais que le maximum est censé se trouver à la position n. Donc, j'effectue cette permutation et je supprime le 12. C'est-à-dire que le 12, au niveau physique,
il est censé se trouver à la position n. Mais le 12 ou à la position du 12, il y avait une autre valeur. Cette valeur, où est-ce que je vais la placer? Je vais la placer au début. Ça a un peu désordonné ou chamboulé l'ordre. Je vais relancer l'opération de tamisage pour pouvoir rétablir l'ordre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une seule branche à un moment donné qui sera tamisée. Donc, je ne vais pas reprendre la construction à la fois. La construction, je la fais une seule fois au début. Ensuite, c'est juste un parcours sur une seule branche uniquement pour pouvoir déterminer le maximum suite à l'opération du tamisage et j'effectuerai la permutation nécessaire. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Très bien. Alors, et les autres? Est-ce que vous avez compris le principe? D'accord. Oui, madame, oui, madame. Oui, d'accord. Alors, donc si vous avez compris, on pourra passer à l'algorithme. Alors, l'algorithme de Triparta, il contient deux étapes. D'abord, la construction du temps qui va avoir lieu au début. Donc, on va s'intéresser à la construction, je l'ai dit dans l'explication, de bas vers le haut, de la droite vers la gauche. Concrètement, ça signifie de l'extrémité la plus à droite du tableau, on va remonter vers l'extrémité la plus à gauche. Pourquoi on fait de cette manière? Parce que sur l'extrémité la plus à droite du tableau, je suis avec des feuilles ou bien avec des nœuds élémentaires, c'est-à-dire j'ai le nœud, fils gauche, fils droit uniquement, ou bien fils gauche uniquement, ou bien la feuille uniquement. Donc c'est au niveau vérification, il y a très peu de choses à faire. Et donc s'il y a des choses à tamiser, le tamisage va avoir lieu plus haut. Donc à partir de n sur 2 jusqu'à 1 à pas de moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tamiser les éléments entre i et n. Donc, on utilise l'opération de tamisage. Cette fonction ou cette procédure récursive tamisée, elle va être utilisée pour la construction, elle va être utilisée dans l'insertion, elle va être utilisée dans la suppression, elle va également être utilisée dans le processus de tri. Donc, le tamisage entre deux positions I et J signifie quoi? Signifie vérifier est-ce que la relation d'ordre entre les deux positions I et J est respectée. Et si la relation d'ordre n'est pas respectée, faire les permutations nécessaires et propager le changement plus haut. C'est-à-dire que localement, j'établis l'ordre, c'est comme on a fait dans les insertions. Donc, on effectue la permutation et je continue à vérifier plus haut. Je m'arrêterai la vérification et j'arrêterai le tamisage lorsque j'arriverai à une position I dans laquelle la relation d'ordre, elle est respectée. Donc, à ce niveau-là, on vérifie la relation d'ordre par rapport au nœud courant, le successeur gauche et le successeur droit. S'il y a un problème dans la relation d'ordre, j'effectuerai la permutation nécessaire et je continue de propager ce changement. Parce que s'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, il n'y aura pas de répercussions plus haut. Mais si je décide de permuter à ce niveau-là, il risque d'y avoir des répercussions plus haut et donc je dois vérifier et m'assurer que je n'ai pas encore plus chamboulé l'ordre pour les niveaux supérieurs. Donc, l'algorithme considère une variable intermédiaire Emax, c'est l'indice du maximum, qui est initialisé à 0. On commence d'abord par vérifier est-ce qu'il s'agit d'une feuille, c'est-à-dire le nœud courant A de I. Si 2 fois I est inférieur ou égal à J, donc il ne s'agit pas d'une feuille, alors je vérifie est-ce que est-ce que le fils gauche existe? Ensuite, si le fils gauche existe, est-ce que le fils droit existe? Si les deux existent, je vérifie. Est-ce que l'élément courant A de I
est plus petit que A2 et plus que le fils gauche, ou bien plus petit que le fils droit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un désordre ou un déséquilibre ici? S'il y a un déséquilibre sur le côté gauche ou sur le côté droit, ça signifie que je dois déplacer la racine. Je dois changer la racine. Donc, je dois déterminer parmi les successeurs, soit fils gauche, soit fils droit, lequel va devenir la nouvelle racine. Donc, si le fils gauche est supérieur au fils droit, donc c'est le fils gauche qui sera élu nouvelle racine. Sinon, c'est le fils droit. Donc, l'Emax me permettra de déterminer lequel des nœuds intermédiaires ou lequel des nœuds successeurs, pardon, va devenir la nouvelle racine. Maintenant, si je suis dans cette situation, ça signifie qu'il y a nécessité de permuter, et donc je permute entre A2I et A2I max. Maintenant, si le fils droit n'existe pas, c'est le fils gauche uniquement qui existe, je fais le nécessaire par rapport au fils gauche uniquement. Si il y a eu changement ou permutation entre la racine et un de ses successeurs, alors je dois tamiser entre la position de ce successeur et la partie supérieure. C'est-à-dire, je dois propager ce changement. Sinon, si Imax est resté égal à 0, ça signifie que la procédure ou le processus s'arrête à ce niveau-là. Il n'y a pas nécessité de remonter jusqu'à la racine. Est-ce que vous avez compris ce tamisage? Donc, c'est ce qui va permettre de déplacer les éléments vers le haut et ou éventuellement vers le bas. C'est-à-dire, les valeurs supérieures vont devoir être déplacées vers les niveaux supérieurs, c'est-à-dire l'extrémité gauche, et les valeurs inférieures ou les valeurs plus petites vont devoir se déplacer vers l'extrémité gauche. Alors, dans le processus global du tri, on commence d'abord par la construction du tas. Ensuite, tant que K est supérieur à 1, c'est-à-dire il reste encore des éléments non encore considérés, on n'a pas réduit le tas à un seul élément, on va permuter entre l'élément qui se trouve à la position 1 et l'élément qui se trouve à la position K. K étant la position du maximum courant. Et on va restreindre le tri ou la reconstruction à partir de la position K-1. C'est-à-dire que je relance la procédure de 1 jusqu'à K-1. Le processus s'arrête lorsque K devient égal à 1. Ça signifie que il me reste uniquement un seul élément. Est-ce que vous avez compris l'algorithme? Oui, madame, oui. D'accord. Alors, en termes de complexité, vous avez ici un parcours qui est séquentiel. Donc, tant que K est supérieur à 1, vous avez la permutation et vous relancez le processus avec K-1. La construction du tas a une complexité de n log n, au pire cas. Pourquoi n log n? Parce que la construction, elle est basée sur le parcours d'une seule branche de l'arborescence uniquement. Si je considère un arbre binaire équilibré, à partir d'un tableau de dimension n, le nombre de niveaux
Le nombre maximal de niveaux que je peux avoir dans cette arborescence, c'est logarithme base 2 de n. Donc, pour l'insertion de chaque élément, je vais parcourir au moins une branche pour les besoins du tamisage. Et donc, il est en n log n. Ici, vous avez un parcours qui est en haut de n, et dans le parcours en haut de n, vous avez aussi un réagencement du tas qui se fait aussi de manière logarithmique. Donc, la complexité globale par rapport à ce processus, elle est toujours en n log n, comme tous les algorithmes de la catégorie divisée pour Rényi. Est-ce que c'est clair? Madame, la complexité, mais j'ai 2n log n. J'ai 2n log n, mais c'est en n log n. Ah, Oui, j'ai d'accord. 2 fois n log n. Donc, le 2, c'est un coefficient négligeable devant n log n. Donc, la complexité, c'est en n log n. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la première construction et il y a les reconstructions qu'on fait par la suite. Donc, c'est 2 fois n log n. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame. Alors, je préfère qu'on s'arrête à ce niveau-là dans le cours. Déjà parce que vous êtes peu nombreux. Et j'ai pas envie de démarrer un chapitre à cette heure-ci, un nouveau chapitre à cette heure-ci. Je préfère qu'on puisse aborder les structures de données avancées la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? On fera une petite pause uniquement et on reprendra avec la séance de Teddy. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Tout est clair. Ok. J'espère que tout est clair. Ok, je vous remercie. Donc, on va faire une petite pause et on reprendra avec la séance de Teddy.